On va conclure avec un sujet donc, qui est la thématique du VUD d'aujourd'hui. Hein. C'était le mot du VUD, concevoir notre monde connecté avec confiance, éthique et intégrité. Donc j'espère que vous n'êtes pas pressés. On a 6 heures. Hein. Vous prenez une feuille, c'est le bac de philo. Non, plus globalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de s'interroger sur notre univers digital. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites dans les présentations d'avant que vous allez un peu retrouver. Vu que vous êtes des designers, des futurs ergonomes, c'est intéressant de se demander comment est-ce qu'on peut concevoir le monde numérique avec morale, en apportant la confiance, l'intégrité. Et franchement, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas toujours la joie. Donc, ce que je voulais vous dire avant tout, c'est que je vais faire appel à votre sens critique. Donc, tout ce que je vais vous dire, vous devrez vérifier, le questionner, l'interroger. Je précise aussi que je vais avoir des propos qui sont volontairement provocateurs. Voilà, donc j'aurais pu mettre le costume de quelqu'un de râleur, de hacker, tout ça. Et je vais essayer de mettre l'accent sur des choses que moi j'ai vues et qui peuvent vous interpeller parce que c'est pas forcément quelque chose qui va, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on va parler en 20 minutes du bac de philo. Mon but, c'est juste de prendre quelques exemples que j'ai sortis un peu du monde numérique, de leur contexte et qu'il existe aujourd'hui. Donc, et après, bien sûr, ce sera à vous de bosser. Donc, si vous voulez, on va pouvoir en réfléchir pendant le cocktail où il y aura des boards. Et si vous avez des idées par rapport à ce que j'ai présenté ou que voilà, des choses qui vous ont interpellé, vous pourrez les coller sur les tableaux. Alors, la confiance, l'intégrité. Eh bien, comme j'ai pris des notes parce que je voulais rien oublier, ce que je vais vous dire, en fait, c'est que particulièrement dans ce monde numérique, il faut que vous réalisiez qu'on est à poil. Voilà. On ne peut rien cacher. Et on se fait piller toutes nos données, toutes les données de notre vie, toutes les traces qu'on laisse sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Voilà, vous me ferez penser d'en reparler à la fin par rapport à quelque chose que j'ai à dire. Donc évidemment, on se fait piller nos données par qui? Par ceux que vous connaissez, hein, nos bons vieux copains les GAFAM, et puis tous leurs copains des réseaux sociaux, là, les TikTok, Twitch et tout ça, les pirates, parce que voilà, les pirates, vous allez voir, on peut vous pirater votre ordinateur, vous dépouiller votre compte bancaire, vos données confidentielles. Mais ce qui m'interpelle un peu plus, c'est que vous voyez bien qu'au-dessus de tout ça, il y a les États. Alors, du côté de l'oncle Sam, tout ce qu'on collecte sur vous, ça peut très facilement finir dans une feuille Excel et c'est pas gênant parce qu'on est dans un univers où tout est commercialisable. Mais en face, vous avez la Chine et la Chine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train, sans faire de jeu de mots, de mettre en place une vraie muraille numérique. Donc, elle a purgé son univers informatique de tous les GAFAM, de toutes les entreprises. Elle les a remplacés par ses propres sociétés, donc ce qu'on appelle les BATX. Donc, c'est Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Mais ce qui est plus grave, en fait, c'est qu'elle possède un contrôle total sur ces sociétés, elle possède un contrôle total sur les sociétés de l'économie. Et vous, en tant que citoyen dans cet univers numérique, vous avez un compte avec un crédit de points citoyen. Toutes les actions que vous faites sur les réseaux sociaux, ce que vous dites, vous fait perdre des points, vous en fait gagner. Vous êtes incité pour gagner des points à aller régulièrement voir le site internet du parti, liker les communiqués. Et quand vous avez perdu tous vos points, vous faites comme le PDG d'Alibaba, c'est-à-dire vous passez en camp de reformatage du parti ou vous disparaissez parce que le pauvre, on ne le voit plus, il a été même éjecté de sa propre société. Voilà, donc pour ceux qui ont lu le roman 1984, on y est tout à fait. Hein. Et du coup, ça pose la question, nous en Europe, c'est quoi le monde numérique qu'on a envie de bâtir? Là, parce qu'il va retomber. Et là, vous vous dites, mais oui, mais je le sais, tout ça, c'est normal. Je sais que j'ai un téléphone qui dit où je suis, ce que je fais tout le temps. Il y a ma montre connectée qui sait si je suis assis, debout, en train de faire du sport, si je promène mon chien, où est-ce qu'il s'est arrêté pour faire pipi. Il y a mes ordinateurs, tout ce que je fais dans mes moteurs de recherche qui remontent toutes mes traces d'usage, tous mes centres d'intérêt. À la maison, vous avez Alexa et tout ça qui écoute tout ce que vous dites, hein, qui le remonte. Et puis, vous avez votre télé connectée qui balance tout ce que vous regardez quelque part. Hein. Et puis, tout ça, c'est très pratique parce qu'en fait, quand vous avez une discussion avec votre fils, il dit tiens, on va acheter un volant pour la console, vous êtes sûr que 5 minutes après, il a une pub spécialisée sur son Instagram.
Voilà, pas de souci, ça c'est le monde numérique. Alors, petite parenthèse, en Europe, on a mis la RGPD, donc qui est le règlement général sur la protection des données. Donc, finalement, le bilan, c'est que ça a pris cette forme-là, c'est que dès que vous êtes sur un site internet, voilà ce que vous avez à voir. Et il y a des trucs qui sont vachement sympas, c'est où vous me balancez toutes vos données, ou vous payez 2 euros pour continuer à avoir mon site. Voilà, donc ça, et de toute façon, même la config minimum que vous acceptez, elle en balance suffisamment sur vous pour tout ce qui est intéressant, quoi. Elle fera remonter tout ce qui est nécessaire. Voilà, mais alors, toujours sur Internet quand même, et pas qu'Internet, en fait, dans le monde numérique. Quand je vais chez le médecin, ben, j'ai ma carte vitale. Quand je fais mes courses au supermarché, j'ai toutes mes cartes de fidélité. Bon, tout ce que je paye à ma carte bleue, bien sûr, tout le monde le sait, ma banque le sait. Maintenant, un peu plus pernicieux, c'est toutes les voitures modernes qui sont équipées de cartes SIM. Donc, sur un projet Smart Cities, j'en discutais avec un ingénieur de chez Peugeot. En fait, Peugeot, c'est exactement où est-ce qu'il pleut partout en France. Pourquoi? Parce qu'ils savent si les essuie-glaces de leur voiture sont allumés. Ou alors, dans les Smart Cities, ils arrivent en disant à la ville, ben voilà, nous, on sait exactement dans cette ville-là où sont tous les points dangereux parce qu'on a toutes les remontées d'ABS. On a rebalisé tous les nids de poules sur la route parce qu'on sait que chaque fois que la voiture elle est passée dans un trou, ben, on fait remonter l'information. Et puis chez vous, vous avez votre nouvelle centrale domotique, où vous avez installé votre compteur Linky, donc qui sait remonter chez EDF votre consommation. Et on va en parler un peu plus loin, vous allez voir pourquoi c'est important. Et puis c'est pas fini, attendez, il y a la 5G qui arrive. La 5G, c'est tous les objets qui communiquent avec tous les objets. Voilà. Bon, en fait, quoi? Le monde entier, c'est tout sur vous. Même les pirates, on est bien d'accord, on n'a pas de vie privée. Moi, ce qui m'interpelle un peu dans cette partie-là, c'est la partie qui touche au milieu médical. Vous allez chez votre médecin, vous faites une consultation, votre médecin il a un fichier, il a des données informatiques sur vous, sur les ordonnances qu'il vous a faites. Mais son ordinateur à lui, est-ce qu'il est sécurisé? Qu'est-ce qu'il va en faire? Quand vous allez à l'hôpital, on vous fait un scanner. Les données, elles sont stockées où? Dans le réseau de l'hôpital. Est-ce qu'on ne peut pas se faire pirater? Le pharmacien, quand vous allez avec votre carte vitale, il a votre adresse, il est en communication avec des réseaux commerciaux de médicaments. Ils peuvent faire remonter toutes les données de ce que vous consommez, combien de fois vous passez à la pharmacie. Voilà. Alors, la confiance et l'intégrité, ça soulève plein de questions, hein, telles que finalement l'anonymisation de vos données, le droit à l'oubli. Comme on en parlait pour l'hôpital, si l'hôpital se fait pirater toutes ces données, comme c'est arrivé, les données médicales de millions de personnes, elles sont volées. Leur stockage, où est-ce que c'est stocké? Est-ce que c'est chez nous? Est-ce que c'est aux États-Unis? Et puis, quand on fait HTTPS, on dit oui, c'est un petit cadenas, votre votre carte de crédit, elle est cryptée du bout. Mais l'entreprise qui vous facture à la fin, elle va garder votre numéro de carte de crédit. Et vous ne savez pas ce qu'elle va en faire, si elle a bien sécurisé son système informatique. C'est comme ça qu'en 2011, il y a Sony qui s'est fait piquer 70 millions de comptes clients avec leur carte de crédit. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans le big data, vous avez l'intelligence du recoupement des données. Ça veut dire que même si on en efface certaines, en croisant vos données avec les données de quelqu'un d'autre, avec les données de notre entreprise, on refait tout de votre vie. Et là, c'est quand j'étais dans un forum sur le big data, on nous a donné cet exemple. Je suis désolé, il est très très intime, mais je vais l'utiliser pour montrer à quel point c'est grave. Aux États-Unis, il y a une société de grande distribution qui s'était associée avec une marque qui vend des lingettes féminines. En fait, en recoupant les données des cartes de fidélité de toutes leurs clientes, ils avaient identifié celles qui avaient des fuites urinaires. Et ils se préparaient à leur envoyer chez elles à leur domicile une campagne pour un produit, madame, une fuite urinaire. Il y a un mec qui a dit, à 3 jours de lancer le truc, il a dit non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Voilà. Mais c'est pour vous montrer à quel point, en recoupant des données, on arrive à tout savoir de votre vie. Donc ça, c'était la partie confiance et intégrité. Alors la morale et l'éthique, on en a déjà parlé, c'est vachement intéressant. Bon, la morale, c'est un peu aussi la même chose que l'éthique. Et notamment, en ce moment, dans l'actualité, vous entendez parler de Facebook et des Facebook Files. Donc la lanceuse d'alerte, c'est cette dame-là, Frances Haugen. Maintenant qu'elle a fait fortune dans le Bitcoin et qu'elle a dit de son propre gré qu'elle a placé tout son argent dans un paradis fiscal, elle a l'âme d'une justicière et elle y va, elle balance sur Facebook tout ce qui se passait, tout ça. Mais en fait, on n'avait pas trop besoin d'attendre Frances, hein. Déjà, depuis le scandale Cambridge Analytica, on savait qu'en fait, le problème, c'est le recoupement des données. Donc, ce qui s'est passé, par exemple, pour Cambridge Analytica, c'est que c'est sous couvert d'une étude psychologique, en disant on va faire passer un questionnaire en ligne à des gens,
Ils sont passés par le réseau Facebook. Et ils ont utilisé une faille qui, à l'époque, était tolérée par Facebook, c'est-à-dire que tous les gens qui ont passé le questionnaire sur Facebook, on a aspiré leur compte, le compte de tous leurs amis, des amis de leurs amis, et ça, et ils ont réussi comme ça à récupérer 50 millions de données des Américains. Mais là où c'est fort, c'est que ces sociétés, en vous profilant psychologiquement, Alice, on est capable de savoir ce que vous faites dans votre vie, votre profil complet en fonction de ce que vous likez, ce que vous ne likez pas. Il y a une partie de ces données qui ont été revendues au Parti républicain pendant les élections. Et les républicains, ils se sont servis de ces données pour cibler des utilisateurs sur Facebook qui étaient influençables et pour, on va dire, changer le cours du vote de l'élection américaine. Parce qu'en fait, il y avait plus de gens qui avaient voté pour Hillary Clinton que pour Donald Trump, mais eux, les républicains, se sont concentrés sur les swing states, qui sont des États très précis ou qui ont tendance à changer de parti. Et en ciblant juste 70 000 personnes dans ces swing states qui étaient influençables, en leur balançant de la pub ciblée, on a changé le cours du vote des États-Unis. Voilà. Alors aujourd'hui, la société, la maison mère de Cambridge Analytica, elle affirme tout fort et toute fière qu'elle a à peu près 5000 données par Américain sur 200 millions d'Américains collectés. Voilà. Alors Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs, donc on le retrouve partout dans le monde. Et quand vous mettez une photo sur votre profil Facebook, avec la puissance de leur intelligence artificielle, ce qui se font pour eux et qui gardent pour eux, c'est qu'ils reconnaissent tous vos amis dans les photos. Ils vont rechercher chez Facebook si ces amis ont un compte, ils le retrouvent, et ils retrouvent les amis de ces amis, et Facebook se refait son propre réseau sur vos données. Alors voilà, tout ça, ce ne serait pas si grave si, je ne sais pas si on le voit bien là, voilà, si ça ne menait pas à ce genre de choses quand on arrive au harcèlement sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui est important, ce que révèle Frances Haugen aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est que dans une boîte comme Facebook, c'est le profit avant tout. Cette année, c'est 9 milliards de dollars. Et que la modération, ça coûte cher. Modérer un réseau social, quand on a 2 milliards d'utilisateurs dans 80 langues dans tous les pays, ça coûte très cher. Et Facebook, en fait, ils ne le font pas. Son vrai business, c'est ça qu'elle révèle, en fait. C'est que le vrai business de Facebook, il provient de la haine qui arrive à exister sur Facebook. Parce que quand il y a de la haine, il y a de l'audience. Et quand il y a l'audience, il y a du profit. Parce que le business model de Facebook, c'est de vendre de l'attention d'utilisateur. Voilà. Et en fait, il y a une étude une étude en France auprès de 1200 personnes qui a été menée en 2021 et qui disent en fait que 20% des jeunes disent avoir été cyberharcelés. Et quand vous voyez que l'âge moyen du premier smartphone pour un enfant en France, c'est 10 ans, bah, vous voyez un peu la vulnérabilité que ça peut propager. Allez, maintenant on passe à Amazon, le gentil Amazon. On garde le sourire. Donc Amazon, en fait, ce qui s'est passé en 2017, c'est qu'il a déménagé son siège social à Seattle. Donc il a dépensé 2500 millions de... En fait, c'est 2,5 milliards, mais quand on le dit en millions, ça va beaucoup plus. C'est percutant. 2000 millions de dollars juste pour un siège social. Il a déplacé 50 000 employés. Il est devenu le premier employeur de la ville. Il a rejoint ses petits copains, Microsoft, Starbucks, tout ça. Conséquence, le prix de l'immobilier qui augmente. Du coup, beaucoup de gens de la classe moyenne qui ne peuvent plus payer des loyers qui augmentent parce qu'il y a des mecs d'Amazon qui se retrouvent à la rue. Du coup, la municipalité, elle dit, bon, OK, il faut faire des logements sociaux. Donc, on va mettre en place une taxe sur les grosses entreprises riches de la tech qui ont les moyens. Et avec cet argent, on va fabriquer des logements sociaux. Et bien, Amazon, donc la loi passe. Amazon fait du lobbying, il fait descendre ses employés, fait signer des pétitions pour faire annuler cette loi. Tout simplement parce qu'il dit, non, moi, Amazon, je vais mettre en place mon programme social, donc je vais faire des logements sociaux, tout ça. Et là où c'est inquiétant, c'est qu'en fait, il prend la place d'une institution. Donc les gens qui sont élus par le peuple, qui mettent en place des lois, se font contrecarrer par des sociétés privées qui disent non, maintenant c'est moi qui prends en charge la gestion de la société. Après, dans la morale aussi, vous avez Apple. Apple qui, dans ses nouveaux appareils, maintenant, il met une puce, la puce T2, et ça vous interdit de le réparer. Donc, vous ne pouvez plus faire de réparation vous-même, changer une batterie. Si vous ne passez pas soit par un centre agréé Apple, soit si vous voulez réaliser une opération qu'Apple, on ne peut pas, par exemple, changer une pièce si Apple décide qu'on n'a pas le droit de la changer. Vous avez la société 23andMe, qui est une filiale de Google qui fait des tests génétiques. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est que vous envoyez votre ADN
un morceau de salive, il vous renvoie votre code génétique. Donc, ça peut être sympa parce qu'on vous dit vous avez tant de pourcents de néandertalien, tant de pourcents d'origine latine, tout ça. Bon, elle a recueilli des millions de banques ADN de tous les gens qui ont payé pour se faire les études ADN. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a revendu tout ça 300 millions de dollars à une société qui travaille sur la maladie d'Alzheimer. Ok, mais est-ce que les gens à qui on a pris toutes les données plus tard, on va leur proposer une réduction si jamais on développe un médicament grâce à données qu'ils ont fournies? Après, ben, on peut parler un peu de fric aussi, hein. Donc, les Big Five, là, cette année, malgré la pandémie, alors que toutes les autres entreprises étaient au chômage partiel, elles ont fait péter le plafond de verre de 1000 milliards de chiffre d'affaires cette année. Donc, leur valorisation boursière cumulée à ces cinq-là, c'est 9 000 milliards de dollars. Et les impôts, ben, c'est frisette, c'est la tête à Toto, hein. Elles ont payé en fait moins d'impôts que la plus petite entreprise ou le plus petit artisan de France, hein. Donc cette année, enfin, ils ont réussi à faire voter une loi plus ou moins mondiale pour essayer de les taxer mondialement à 12,5%. Mais par rapport à un artisan qui va payer 25 ou 33% de charge, c'est ridicule. Et ce sont les boîtes les plus riches du monde. Et ça ne leur suffit pas. Elles se développent. Elles étaient dans le numérique. Elles arrivent dans le médical. Amazon, ils viennent de racheter la Metro-Goldwyn-Mayer. Donc, ils ont mis main basse sur tout le passé historique cinématographique de cette boîte. Ils vont vous faire des voitures. Ils vont vous envoyer dans la Lune, sur la planète Mars. Enfin, voilà. Ils prennent part maintenant à la mobilité. Donc là, au niveau de la morale et l'éthique, on voit bien que la société civile, elle doit reprendre la main sur la façon dont ces acteurs du numérique ils gèrent nos données numériques, et puis ils se comportent avec nos données numériques, et aussi le respect des règles de la société civile. Quand on a une démocratie, qu'on met en place des lois, ils n'ont pas à dire non, non, moi je suis tellement puissant, je fais mes propres lois et je vous les impose. Donc sur ce plan-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Voilà, j'accélère parce qu'après, vous allez bosser. Donc, on va parler maintenant un peu d'écologie et de durabilité. Donc, après une COP26 vraiment fameuse, voilà. Donc, pour ce sujet, en fait, je vous avoue, je me suis inspiré de ce livre hein, fait par un journaliste qui s'appelle Guillaume Pitron, qui parle de l'enfer numérique. Et ça m'a mis à jour des choses dont je n'avais pas tout à fait conscience. Mais surtout, quand on parle d'un monde numérique et digital, c'est un peu vague. On a du mal à savoir ce que c'est parce qu'on utilise beaucoup le mot réalité virtuelle à côté, environnement virtuel, tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde numérique d'aujourd'hui, c'est une infrastructure. C'est des choses qui sont bien réelles. C'est des câbles sous-marins, c'est des data centers, c'est des réseaux hertziens, c'est des satellites qui vous tournent au-dessus de la tête. Et en fait, quand on envoie un email ou un like ou qu'on regarde une vidéo Netflix, ça emprunte tout ce réseau physique. Et ce réseau physique, son coût écologique, il n'est pas neutre. En fait, il y a 3 millions de data centers dans le monde. Alors, il y en a, c'est la taille d'une pièce. Il y a le plus gros data center qui est au sud de Pékin, il fait la superficie de 110 terrains de foot. Voilà. Il y a 450 câbles sous-marins. Mais surtout, en fait, les gens de la tech, ils veulent pas exister physiquement. En fait, ils les cachent. C'est-à-dire que sur Google Maps, si vous cherchez un data center, ils sont effacés. C'est ça qui est un peu gênant, en fait. Ça consomme 10% de l'électricité mondiale aujourd'hui. Ça veut dire que globalement, si on disait Internet, c'est un pays, ce serait le 4e consommateur d'électricité au monde. Et ça va doubler d'ici 2025. En fait, une box Internet, ça consomme autant qu'un réfrigérateur. Et les data centers qui sont à Paris, ils consomment à eux seuls 30% de l'électricité de toute l'Île-de-France. Donc, on pensera à eux quand on va payer la facture EDF, hein. Et puis surtout, cette année, c'est plus d'1 milliard de smartphones vendus, 300 millions d'ordinateurs, et ça pose le problème des ressources, parce que pour fabriquer ces ordinateurs, il faut des métaux rares, du nickel, du cuivre, du tantal, enfin plein d'autres, du néodyme, et en fait, ils sont très très chers à extraire, et surtout très polluants. Et en fait, les acteurs du numérique, ils essayent un peu de mentir sur leur efficacité énergétique. Et c'est lié à leurs infrastructures. C'est-à-dire que quand vous avez un compte Gmail, en fait, il est dupliqué 6 fois sur la planète pour que vous puissiez y accéder à H24, que si vous êtes aux États-Unis ou en Chine, ça aille aussi vite. Netflix, toute la banque Netflix, c'est pareil. Elle est répliquée à 3 endroits. Donc, à chaque fois, c'est dans des data centers, ça consomme de l'énergie. Mais pour que ça aille vite, quand vous regardez un film Netflix, en fait, il est recopié
plusieurs fois chez tous les fournisseurs d'accès à Internet, donc ce qu'on appelle des CDN, qui sont le plus proches de chez vous. C'est-à-dire que tout le catalogue Netflix, en fait, il est recopié. Quand un film, c'est 6 gigas, 10 gigas, je sais pas, il est recopié à l'infini, quoi. Et donc tout ça, ça pose une vraie question sur le coût environnemental des données. Et on n'échappera pas, en fait, nous, en tant que société civile, à une géopolitique de la terre rare pour le partage de ressources, à une géopolitique de la voiture électrique, du téléphone portable. Et en fait, il va falloir améliorer la durabilité, en fait, de tous nos appareils. J'avais pris des notes, je suis désolé, c'est parce que je ne voulais pas oublier certains aspects très... Et donc, on en a parlé un peu, il y a cette volonté, en fait, les géants du numérique, ce qu'ils veulent pas, en fait, ce qu'ils veulent, c'est découpler leur existence de ce vrai problème de la consommation énergétique et de la pollution. Et en fait, ils affirment qu'Internet, ça permet de faire des économies de CO2 et tout ça. Par exemple, si je ne prends pas l'avion pour aller à New York et que je me connecte en visio, j'économise du CO2. Et en fait, moi, ce que j'ai appris dans ce bouquin, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'en fait, ce n'est pas vrai. On ne sait pas l'évaluer aujourd'hui. On ne sait pas faire la comparaison. Et alors, en fait, il y a très peu de rapports qui essayent de chiffrer le coût écologique de la donnée. Donc, vous avez le Smarter 2030 qui, lui, est plutôt financé par les GAFAM et qui dit oui, on a un ratio de 1 pour 15 en utilisant le numérique. Et puis, vous avez le Shift Project qui, lui, est plutôt fait par des ONG et qui dit non, ce n'est pas vrai. Et donc, le problème, c'est ça. On n'a pas une réelle volonté de savoir le coût de la vie numérique. Et puis, en fait, croire qu'on va remplacer un monde du pétrole par un monde virtuel, à mon avis, c'est un mythe. Bon, pour conclure, en fait, il ne faut pas être technophobe. Il ne faut pas faire la morale à la technologie, mais la technologie, ce n'est pas un messie parfait. Et surtout, il faut faire attention à la gratuité, on en a parlé tout à l'heure. En fait, le prix qu'on paye aujourd'hui pour utiliser tout ça, pour avoir des vidéos de chatons gratuites et tout ça, c'est qu'on se fait dépouiller nos données. C'est-à-dire que ces géants du numérique, ils gagnent leur vie en vous dépouillant et en sachant toute votre vie. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous, on est prêt à payer? Est-ce qu'on est prêt, du coup, pour changer ce modèle, à dire, bon, on arrête la gratuité, je paye la bande passante que je consomme? Alors du coup, peut-être, on consommera moins de vidéos de chatons aussi. Mais est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un mal quand on sait l'impact que qu'ont les téléphones portables sur le développement des enfants, quand on sait qu'on est toujours là à avoir des notifications, ah, c'est super, il y a on a vu que le cerveau il était câblé pour ça, pour la récompense rapide, ah c'est super, il y a un nouveau tweet, encore un tweet, voilà. Et puis, en fait, plus le monde virtuel il est dématérialisé, en fait, plus il est matérialiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise le Bitcoin, on dit ouais, c'est la monnaie virtuelle, tout ça. Le Bitcoin, en termes de coût, c'est la consommation électrique du Danemark, et ça coûte plus cher que la monnaie papier, en fait. Donc, évidemment, avant tout, c'est un enjeu d'éducation. Voilà. Il y avait le remerciement, donc toutes les images que vous avez vues, c'est Pix. Non, mais c'est génial. Bon, il y avait le remerciement, les images que vous avez vues, c'est Pixabay et Andro. Voilà, si vous voulez savoir. Je sais pas. Ouais, comme je l'ai fait tout à l'heure, ça marche. Alors, vous avez peut-être des questions, des réactions avant de. Puis tu vas expliquer comment ça se passe. Alors, après, le principe, donc, c'est sur ces 3 domaines, morale, éthique, écologie, durabilité, et le premier, c'était confiance et intégrité. Si vous avez des idées, vous pouvez les poser sur des post-it et puis on va les coller au mur. Des idées de voilà. positives. Ouais, des idées aussi, ça. Voilà. Des idées d'amélioration. Voilà. Des choses qui permettent de. Okay. De voir le monde. Moi, je l'avais dit, j'ai fait exprès d'être noir. Hein. Merci beaucoup, Vincent. C'est vraiment très intéressant. Alors, merci à tous d'être encore là. Donc, et c'est pas fini. Donc, on l'a dit, après ce programme très riche et qui est parti dans pas mal de directions complémentaires avec plein d'éclairages. Bon, j'espère que
ça vous a tous plu et intéressé, stimulé, et voilà. Et on va maintenant continuer, donc, terminer, clôturer, donc avec ces petits postes, ces 3 thématiques qui sont présentées là-bas, et le buffet, bien sûr, le traditionnel buffet du Wood qui vous attend également. Donc, merci beaucoup d'être venus et d'être fidèles, ceux qui reviennent. Au revoir. Merci à tous les intervenants.